Bonjour à tous, donc, je suis Paul Loubet, infectiologue au CHU de Nîmes et je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Benjamin Davido, qui est infectiologue à Garches, qui va nous parler à la fois du fardeau et puis des recommandations vaccinales contre le pneumocoque, donc sujet qui est particulièrement d'actualité, on va le voir avec l'arrivée de nouveaux vaccins et qu'il est important de rappeler. Bonjour Benjamin. Bonjour Paul, merci à toi et je suis ravi de répondre à tes questions. Très bien, mais on va commencer très simplement parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et peut-être que tous les professionnels en dehors des infectiologues ne sont pas suffisamment au courant. C'est le fardeau, hein. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est le fardeau, ce que représente le fardeau des infections à pneumocoque, s'il te plaît? Ouais, alors d'abord en réalité, il faut distinguer pneumocoque de pneumonie, même si d'abord, comme tu sais, pneumocoque vient de streptocoque pneumoniae et ce mot est un petit peu calqué, mais d'abord il n'y a pas que des infections en réalité respiratoires, c'est souvent un amalgame qui est fait. Toutefois, si on s'intéresse en effet aux pneumopathies à pneumocoque, on estime que ça représente le premier agent bactérien responsable d'environ un tiers des cas documentés dans une grande étude ambulatoire qui date maintenant, mais en Europe. Et on sait aussi que globalement, on est dans un monde où on va documenter peut-être de plus en plus, mais on estime que en hospitalisation, on arrive jusqu'à 45-50% de documentation, et donc on a ce gap finalement sur ce cône d'ombre. Et encore une fois, le pneumocoque reste un pathogène responsable de pneumopathie, mais aussi d'autres infections invasives. Je pense notamment aux méningites, aux bactériémies, qui représentent un véritable fardeau et pour lequel, on va en parler tout à l'heure, les patients, notamment les plus comorbides, sont éligibles à la vaccination. Pour ceux qui nous écoutent et leur donner un peu un ordre d'idée, c'est une infection potentiellement grave, avec selon les patients 10 à 30% de mortalité, qui bien sûr va augmenter avec ce critère fort de l'âge, notamment plus de 65 ans, et les comorbidités. Et c'est une vaccination par ailleurs qui fonctionne assez bien, notamment dans le schéma vaccinal maintenant qui existe et qui est devenu en routine chez l'enfant, qui est d'ailleurs obligatoire depuis 2018, qui prévient à la fois les infections ORL, les méningites, et qui est tout de même capable, en termes de fardeau, de diviser par deux le taux d'infection grave depuis 2020, avec, hélas, malheureusement, dans le monde, jusqu'à 800 000 décès chez des enfants de moins de 5 ans qui sont non protégés, qui pourraient être évités par cette vaccination. Très bien, non, c'est effectivement intéressant de souligner ça, de rappeler la différence entre pneumonie à pneumocoque et puis tout ce qui est infection invasive à pneumocoque, qui est un fardeau particulièrement important. Et est-ce que justement, tu as commencé à en parler, nous rappeler quelles sont les populations à risque, et puis du coup, surtout parce qu'on sait que là, pareil, il y a des vaccins, quelle est la couverture vaccinale dans ces populations à risque? Alors, je pense que je vais prendre un exemple extrêmement simple d'un de nos collègues, Benjamin Viplos, qui a fait un gros travail au sein de l'étude Covarisk, qui regroupe en réalité en France les données de la CNAM, hein, la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces données, des données pardon, agrégées de 2014 à 2018, qui montre globalement un chiffre effarant, qui est de moins de 5% de la population à risque, et on parlera justement de cette population à risque, qui est vaccinée à pneumocoque. Alors évidemment, on est avant la pandémie, mais qui témoigne quand même d'un gap énorme. La bonne nouvelle, si on se veut extrêmement optimiste, c'est qu'on peut difficilement faire pire et qu'on a une énorme marge de manœuvre. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on sensibilise, et c'est un peu aussi l'objectif de cette vidéo, nos collègues, pas que les spécialistes, les infectiologues, les pneumologues, les médecins généralistes, à la discussion et à l'ouverture de cette discussion vaccinale. Et dans cette même étude qui est extrêmement importante, ce n'est pas que ce chiffre de moins de 5%, c'est que les données de la CNAM ont comparé dans les populations à risque par rapport à la grippe sur ces différentes années. Et dans la grippe, on est, même si évidemment on est encore loin de l'objectif qui est plus 70%, on est autour de 45%. Ça veut dire qu'on a encore une fois une marge de progression énorme. Quand on regarde dans les détails, on arrive péniblement jusqu'à 18% dans les groupes de patients immunodéprimés. Je pense notamment aux patients ayant des cancers ou les patients porteurs du virus du VIH. Et de façon intéressante, jusqu'à 25% chez les personnes qui sont porteurs d'implants cochléaires. On sait que, on a parlé tout à l'heure dans ces atteintes du pneumocoque, notamment les méningites peuvent être responsables de surdité acquise. Et donc, on a encore une fois de gros progrès à faire. Et ce qui était également intéressant, ou quelque part inquiétant, c'est qu'à contrario, dans cette étude, les personnes qui étaient les mieux vaccinées étaient également les mieux vaccinées pour la grippe et avaient vu en moyenne plus de 5 spécialistes d'organes. Ça veut dire, si on devait résumer, qu'on pourrait avoir à l'esprit l'idée de se dire que c'est finalement comme la lutte contre le tabac, c'est le conseil minimal de la vaccination qui va permettre au fur et à mesure d'imprimer le bénéfice et l'intérêt face à une maladie dont on a parlé qui est mal connue, qui est un réel fardeau et pour lequel il existe un vaccin.
Ouais, très bien. C'est très intéressant de souligner le fait justement que ces personnes sont en contact régulier avec le système de santé, quels que soient les spécialistes. Et justement, c'est un des objectifs de l'élargissement des compétences vaccinales, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent parler de la vaccination. Et justement, est-ce que tu peux nous redire quelles sont les personnes donc, qui sont ciblées par les recommandations vaccinales contre le pneumocoque? Oui, bien sûr. Alors, on va dire schématiquement, on a beaucoup entendu d'ailleurs pendant le Covid, on a les personnes dites immunodéprimées, dont les aspléniques, bien sûr les gens qui sont greffés, qui ont des chimiothérapies. Et puis de l'autre côté, si on voulait un peu les sectoriser, ces patients dits avec des comorbidités à risque d'infection à pneumocoque sévère, on peut citer notamment les BPCO, les asthmatiques, les insuffisances cardiaques, les insuffisances respiratoires chroniques d'une façon générale, les insuffisances rénales chroniques, les personnes porteurs d'une hépatopathie chronique, y compris parfois malheureusement alcoolique, les gens qui ont du diabète, les brèches ostoméningées pour les raisons qu'on a évoquées. Et la nouveauté en réalité de ces nouvelles recommandations vaccinales, c'est que historiquement, elle était fortement associée à ce critère de l'âge, notamment après 50 ans et surtout après 65 ans, qui à lui seul représentait un surrisque, comme on l'a expliqué, mais qui aujourd'hui a été exclu, entre guillemets, provisoirement des recommandations pour s'intéresser surtout aux comorbidités. Et puis, peut-être d'ailleurs, tu peux dire un mot, Paul, parce que tu es au courant comme moi, que d'ici la fin de l'année 2024, on devrait peut-être remettre dans le débat ce critère de l'âge, qui est quand même un critère à sensibiliser et qui permet aussi d'avoir un discours assez simple face aux populations à risque. Ouais, tout à fait. C'est vrai que si on avait un critère d'âge, bah, avec un seuil par exemple de 65 ans, ça serait assez cohérent avec ce qu'on a vu, notamment la vaccination contre le VRS, les rappels contre, contre le Covid, la vaccination antigrippale, la vaccination contre le zona. Donc c'est vrai qu'il y a des âges comme ça un peu clés de la vaccination qui sont particulièrement intéressants quand on sait justement que les plus de 65 ans, même sans comorbidité, sont à risque. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, là, donc Benjamin, on a vu les personnes à vacciner, et on sait qu'il y a de nouveaux vaccins qui sont arrivés cette année. Est-ce que tu peux nous dire donc, quelles sont les recommandations là, de 2024, enfin même de 2023? Ouais, bien sûr. Alors, bon, on ne va pas s'intéresser aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois qu'on l'avait fait dans une autre vidéo du schéma spécifique, et je vous renvoie au travail qu'avait fait Robert Cohen, également, qui a participé à cette recommandation chez l'enfant, spécifiquement de la modification du Prévenard 13 au profit d'un 15 valent. Mais si on s'intéresse surtout, et c'est un peu le cœur de la discussion aujourd'hui chez l'adulte, et tu le répétais notamment avec ce critère de plus de 65 ans, en réalité, chez l'adulte, c'est extrêmement simple. On est face historiquement à des gens qui ont pu bénéficier préalablement d'un schéma complet, à savoir un Prevnar, ou du moins un vaccin 13 valent, boosté par un vaccin conjugué 23 valent. Dans ce cas, on considère qu'ils ont été convenablement vaccinés et que cette vaccination a été efficiente pour une durée estimée jusqu'à 5 ans. Donc la logique chez ces gens-là, bah, on attend, j'allais dire, la date de péremption de la vaccination actuelle et au décours de ces 5 ans, on peut leur proposer un schéma avec ce nouveau Prevnar ou ce vaccin 20 valent. Il y a même un vaccin 21 valent qui est en cours d'approbation en Europe et en France. C'est une dose unique, ce qui est extrêmement simple et qui évite d'avoir finalement un schéma avec un vaccin initial puis une conjugaison. Et pour les personnes qui auraient eu tout simplement une seule dose de l'un ou de l'autre de ces vaccins, on attend tout simplement un an et ils sont, j'allais dire, d'ores et déjà éligibles à la vaccination. Et puis, bien sûr, le schéma assez simple, c'est le schéma des gens qui n'ont eu ni l'un ni l'autre. Je vous rappelle, c'est 5% de personnes dans la cible, hein, ce n'est pas les 5% de la population. Et à ce moment-là, on peut bien sûr leur faire un schéma vaccinal d'emblée. Je terminerai sur ce point qui est que, chance ou malchance, même si c'est un germe souvent opportuniste qui profite notamment de la saison grippale pour surinfecter, en réalité, on admet qu'il n'y a pas de saisonnalité et donc on peut se vacciner quand on veut. Et encore une fois, chaque occasion de se vacciner est une occasion à proposer pour un patient pour qu'il puisse en bénéficier. Tout à fait. Ouais. Je compléterai en disant que voilà, pour l'instant, on n'a pas de données permettant de savoir s'il faut faire des rappels ou pas. Donc actuellement, c'est une dose de vaccin Prevnar 20 et pour l'instant, on ne sait pas. Et donc pour finir, donc on a vu qu'il y a un nouveau vaccin qui est vraiment attendu. C'est surtout une simplification du schéma. On passe d'un schéma séquentiel avec 2 mois d'intervalle, avec une seule administration. Donc ça, on pense quand même que ça va améliorer la couverture vaccinale. Est-ce que tu aurais d'autres pistes? Que penses-tu en fait? Comment on pourrait arriver à augmenter ces couvertures vaccinales en partant donc de ce 5 ou moins de 5% dans les populations à risque? Comment faire, quoi? Ouais, bah, comme tu le disais très bien,
D'abord, je pense qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on va discuter et ceux qui nous écoutent et qui, je l'espère, auront cette discussion, entre guillemets, de la promotion de la vaccination ou tout simplement de la discussion du risque du pneumocoque et qu'il existe un vaccin. Euh, j'ai toujours un peu de mal à dire c'est un vaccin à dose unique parce que, bah, comme tu le sais, il y a un 21 valent qui arrivera avec d'autres souches qui sont ciblées, qu'on peut même espérer qu'il y aura d'autres stratégies vaccinales et que ça serait une bonne nouvelle en réalité, finalement, il faut le voir comme ça, les souches se déplacent et qu'on arrive à d'autres stratégies qui, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans, changeront les recommandations en vigueur. Au-delà de ça, bien évidemment, c'est un argument qui plaît extrêmement aux patients lorsqu'on leur dit il y a un vaccin, une dose, et puis ils s'en vont comme beaucoup de vaccins, je pense notamment dans l'esprit du commun des patients du DTP. Tu as raison, je pense que au-delà de cette adhérence qui fait partie de l'injection à dose unique, en fait, je pense qu'il faut être capable, un, d'appliquer les recettes qui fonctionnent, celles qu'on a connues durant la pandémie de Covid, c'est-à-dire de faire euh, du partage des tâches, en quelque sorte, de déporter cette vaccination auprès, par exemple, des pharmaciens qui savent très bien vacciner et qui vaccinent actuellement contre la grippe et le Covid, mais également auprès des infirmières. Et pour cela, la seule subtilité, si je puis dire, c'est qu'il faut qu'on soit capable de remettre au-delà de ce conseil vaccinal, et moi c'est ce que je recommande à mes collègues, de faire systématiquement, lorsqu'on aborde ce sujet, une ordonnance, entre guillemets, conditionnelle, un peu comme on donnerait d'ailleurs du Paxlovid conditionnel pour un hypothétique Covid, une ordonnance conditionnelle pour la vaccination pneumococcique, ce qui permet à la fois aux patients d'en rediscuter éventuellement avec son spécialiste d'organes, on le disait tout à l'heure, jusqu'à 5 spécialistes d'organes, parfois c'est ces gens qui sont dans une filière chronique, ou tout simplement son médecin traitant, et ne pas remettre à plus tard une vaccination en disant bah, on attendra un nouveau vaccin une nouvelle année, ou parce qu'on a un vaccin Covid à faire, etc. Parce qu'à ce moment-là, c'est une occasion de manquer. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien car la saison des infections respiratoires, il vient d'aller lancer. Il n'y a pas de honte à cela. Et en réalité, c'est l'occasion de faire même les deux, voire les trois en même temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de données extrêmement rassurantes, y compris sur ces nouveaux vaccins Prevnar, sur la co-administration grippe ou la co-administration Covid. Et encore une fois, je pense que se vacciner, on l'oublie bien souvent, c'est s'enlever un fardeau d'hospitalisation, de stress, et encore une fois avec un vaccin qui est efficace également sur le portage et qui donc probablement, et j'espère, nous montrera des données de réduction de la transmission. Écoute, très bien, je pense que c'est une très bonne conclusion, voilà, qui nous pousse à parler de cette vaccination antipneumococcique à nos patients pour essayer d'augmenter les couvertures vaccinales. Merci beaucoup, Benjamin, et puis merci à tous de nous avoir suivis. Je t'en prie, très bonne journée à tous. Au revoir.